dans les territoires de Djougou en Ituri, les miliciens de la Codeco ont été aperçus dans plusieurs coins. Ils ont justifié leur présence par la volonté de combattre aux côtés des forces armées de la République. Fort et malheureusement, des pillages de boutiques et de maisons ont été signalés. Et puis la signature de l'accord de principe entre la RDC et la FCM 23 à Doha est une continuité de l'accord de Washington signé entre la RDC et le Rwanda 11 juin dernier. Ce point de vue est du professeur Dadi Saleh, analyste politique. Bienvenue dans ce journal. Bonsoir. À la une de l'actualité en province. Tension ce lundi 21 juillet à Lopa dans le territoire de Djougou. Nous sommes là dans la province de l'Ituri. Les miliciens de la Codeco aperçus dans plusieurs coins de cette entité disent être venus combattre aux côtés de forces armées de la République démocratique du Congo. Des pillages des boutiques et des maisons signalés. Le coordonnateur de la société civile qui livre cette information regrette l'absence des militaires congolais et les casques bleus de la MONUSCO. On en parle avec Rachel Iwala. Plus de 600 miliciens Codeco ont envahi l'entité de Lopa Djougou dans la province de l'Ituri. Ce fauteur de troubles ont sémé la terreur et ont pillé ce lundi matin. Ils disent être là en renfort aux forces armées de la République démocratique du Congo pour combattre les miliciens Zaïre, CRP du rebelle Thomas Lubanga. Chose que la société civile refuse de croire au vu des dégâts causés. Elle appelle les FRDC et la MONUSCO à intervenir. Donc la situation de notre entité Lopa est vraiment très dangereuse. La Codeco est venue les matins depuis 8 h du matin. Ils sont venus précisément au centre de l'école de Lopa. Ils sont rappelés par au nombre plus de 600 Codeco. Et ils ont commencé à tirer par là, par-ci, par-là. Et jusqu'à là, il n'y a eu aucune intervention, ni la MONUSCO qui est présente ici, ni la FARDC, l'armée royaliste. Ils ont cassé presque toutes les portes, ils ont pillé, ils ont tiré par-ci, par-là. Il y a des civils qui se sont enfermés dans leur maison. D'autres sont enfouis, alors jusqu'à présent on ne sait pas. Le moment où je parle, ça continue à tirer. Ils sont au centre, aux environs, partout, ils sont éparpillés partout dans les villages. S'il y a les moyens, jusqu'à là, la MONUSCO n'a pas intervenu, la FARDC n'a pas intervenu, et nous redemandons ce que nous avons toujours demandé, c'est la possibilité, si vous êtes venu pour protéger la société civile, au moins la population de Lopa a besoin de UPDF. Pour leur protection. Ils n'ont pas vu l'intervention de l'armée, ni moins encore de la MONUSCO. Cette situation a provoqué la fuite et les déplacements massifs de la population qui se sont abandonnés. Et puis la signature de l'accord de principe entre la République démocratique du Congo et l'AFC M23 à Doha est une continuité de l'accord de Washington signé entre la RDC et le Rwanda au mois de juin dernier. Ce point de vue est du professeur Dadi Saleh. Cet analyste politique exhorte en outre les négociateurs congolais de ne pas manifester la position de faiblesse, mais plutôt de s'imposer ce en vue de faire respecter les accords signés, ainsi à rétablir la souveraineté territoriale. Suivez. Merci beaucoup pour la question. Il est vrai que nous savons tous qu'il y a une signature entre la République démocratique du Congo et l'AFC M23 à Doha et qu'effectivement ce n'est qu'un accord de principe, c'est un peu comme un MOU, Memorandum of Understanding, c'est-à-dire effectivement que ce n'est pas encore un contrat, un accord qui est contraignant. Mais ça donne le principe, ça donne des bases et des lignes de conduite qui vont se faire dans des négociations futures. Ils ont donné le temps et nous espérons que dans ces négociations, il en sortira quelque chose. C'est vrai que par rapport à votre question, c'est pratiquement pour moi une continuité avec l'accord de Washington entre la République démocratique du Congo et les Rwanda et que moi personnellement, c'est sous. Et c'est dans cette position pratiquement de faiblesse que nous sommes en train de constater ces accords parce que normalement pour nous les révolutionnaires, les Wazalendo, nous considérons que ce sont des voleurs qui sont venus dans notre maison. Et un voleur, on devait les chasser, pas négocier avec ces voleurs comme c'était l'avis du chef de l'État depuis très longtemps. Mais nous comprenons que de toutes les façons, le voleur a été quand même un peu fort, ce qui fait que nous sommes dans l'obligation de faire certaines négociations. Nous acceptons. Mais pour moi, l'essentiel, c'est que la souveraineté de la République démocratique du Congo soit maintenue, mais nous ne devons pas nous tromper, puisque nous avons dit depuis très longtemps que le principe était qu'il y avait eu une balkanisation indirecte, c'est-à-dire que
ils ont cherché la balkanisation directe. La balkanisation indirecte depuis les 18 ans a fait en sorte que les gens sont sortis des Goma, ça va, mais pour effectivement venir dans les gouvernements congolais à Kinshasa, 1+4, etc., et diriger des instances jusqu'au sommet pratiquement. Donc on ne devait pas commettre de même erreur. Et à ce moment-là, on a des pays comme le Rwanda, l'Ouganda et les néocolonialistes, etc., qui se sont enrichis, qui ont pillé la République démocratique du Congo et qui continuent à le faire. Et de l'autre côté, la coalition Lamuka a pris acte de la signature de la déclaration de principe entre le représentant du gouvernement congolais et ceux de l'AFC M23 sous l'égide de l'État du Qatar. Par la même occasion, cette plateforme politique réaffirme son soutien à l'organisation d'un dialogue national qu'elle veut inclusif. Regardez. Pour cette plateforme politique, cette déclaration des principes constitue une étape importante en prélude à la conclusion d'un accord de paix global attendu dans les prochains jours. Par ailleurs, elle a rappelé que pour garantir une paix durable et véritablement inclusive, certains éléments fondamentaux doivent être impérativement intégrés à l'accord final. La mise en œuvre intégrale de la résolution 2673 du Conseil de sécurité des Nations Unies, en particulier ses points 2 et 4, décide que le M23 doit immédiatement cesser les hostilités, se retirer de Goma, de Bukavu et de toutes les zones contrôlées, y compris les routes terrestres et lacustres, et démanteler dans leur intégralité les administrations parallèles illégitimes mises en place sur les territoires de la RDC, et que ce retrait ne doit pas être entravé. Demande à la force de défense rwandaise de se retirer immédiatement du territoire de la RDC sans condition préalable. L'exigence de justice pour tous les crimes commis à l'est de la RDC afin de garantir la vérité, la réparation et la réconciliation, lit-on dans ce communiqué. Enfin, la MOUCA a réaffirmé son soutien à l'organisation d'un dialogue national inclusif réunissant toutes les parties prenantes congolaises sous la médiation conjointe de la SANCO et l'ECC avec la facilitation de l'Union africaine. Et avant de tourner cette page, des réactions ne cessent de tomber au sein de la communauté internationale après la signature d'une déclaration à des principes entre la République démocratique du Congo et les rebelles de l'AFC M23. Plusieurs y voient une étape importante vers une solution pacifique et durable au conflit. Regardez. La signature de la déclaration des principes entre la République démocratique du Congo et les rebelles de l'AFC M23 à Doha au Qatar a suscité des réactions sur la scène internationale. Selon un message posté par Maxime Prévost, ministre belge des Affaires étrangères sur son compte X, cette signature marque un moment crucial dans la quête de la paix et de sécurité pour les populations de l'Est de la RDC. Par ailleurs, il encourage toutes les parties à mettre pleinement en œuvre leurs engagements et de bonne foi afin de parvenir à un accord de paix global. Dans un autre message publié via les comptes X, Massad Boulos, conseiller principal des États-Unis d'Amérique pour l'Afrique, a salué la signature de cette étape importante vers une solution pacifique et durable au conflit dans l'Est de la RDC. Les États-Unis d'Amérique ont salué les efforts engagés par les responsables du Qatar pour la restauration de la paix. L'Union européenne a également salué la signature de cet accord. Pour lui, cet acte constitue une avancée significative vers une résolution pacifique du conflit dans l'Est. Cependant, l'Union européenne a encouragé les autres partenaires internationaux à soutenir ce processus tout en rappelant que la paix durable dans la région passe par des solutions inclusives ancrées dans le respect des droits humains et de la justice. On passe à autre chose, la 47e conférence des présidents de Parlement, membres de l'UPA, ainsi que la 84e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine se tiendra ici à Kinshasa du 28 au 22 novembre, du 18 plutôt au 22 novembre de l'année en cours. L'annonce de ces assises a été faite le week-end dernier par le Parlement congolais après la signature d'un protocole d'accord avec le secrétaire général de l'Union parlementaire africain Idi Gabo. On en parle avec Affermi Vita. Un protocole d'accord a été signé le samedi 19 juillet 2025 entre les présidents de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, du Sénat Jean-Michel Samalou Kondé et le secrétaire général de l'Union parlementaire africaine Idi Gado Boubacar. Ce document contient toutes les dispositions relatives à l'organisation de ces assises. Il s'agit notamment des engagements logistiques et diplomatiques entre l'Union parlementaire africaine et le Parlement de la RDC. Les conditions
conditions que nous avons trouvées ici nous paraissent idéales. Nous avons fait un travail administratif approfondi et nous sommes satisfaits des dispositions qui sont prises, a affirmé Idi Gado. À lui d'ajouter, il y aura des thèmes importants qui seront traités, notamment la souveraineté nationale, la gouvernance, le numérique, les droits de femmes, aussi des questions qui se rapportent à l'autonomie énergétique. Donc, ce sont des questions qui intéressent l'ensemble des États africains. C'est donc autour de ces questions importantes que les débats seront menés. Signalons que les assises prévues en novembre à Kinshasa réuniront les présidents et membres des parlements africains autour des enjeux commun de gouvernance et de coopération interparlementaire. À la même occasion, la RDC devra prendre la présidence de cette organisation continentale. On passe à autre chose. Le centenaire de Patrice Emery Lumumba a été célébré avec faste et émotion. L'initiative était de l'actuelle première ministre Judith Suminwa. Elle tient à imprégner dans le cœur de tous l'importance de la célébration de l'héritage de Lumumba. C'était le week-end dernier au jardin des premiers à la primature. Patrick Issot. L'occasion était noble et le lieu bien choisi. Patrice Emery Lumumba a été célébré en héros. Son centenaire était le moment pour l'actuelle première ministre Judith Suminwa, entourée de 4 de ses prédécesseurs, de reconnaître la carrière brillante de Lumumba qui constitue une boussole pour cette nouvelle génération. Son expérience professionnelle, successivement comme journaliste, agent de l'État, agent commercial dans le privé, l'aurait prédisposé à être en interaction permanente avec nos populations. Sa carrière politique fut brillante, hélas brève, comme une étoile filante dans le ciel d'un continent en quête de son indépendance. Son engagement constitue toute une boussole pour notre génération. Parmi les enseignements à tirer de la postérité de son message, nous pouvons noter principalement la défense des intérêts de notre pays à tout prix. Elle va aussi saluer la clairvoyance de Lumumba dans son analyse sur la menace de la balkanisation de la RDC. Au moment où notre pays est confronté à l'agression de son territoire, même si nous sommes résolument engagés dans le processus de paix à travers les mécanismes que vous connaissez, je voudrais rappeler l'actualité de la pensée de Lumumba quant à l'exigence de la lutte pour garantir pleinement la sécurité et la paix contre toute agression extérieure. À cet effet, Lumumba fut parmi les premiers hommes politiques congolais à alerter sur la menace de la balkanisation de notre pays. Il le fit dès 1958 à son retour d'Accra, où il rencontra d'autres figures historiques du continent. 2 de ses prédécesseurs ont à leur tour salué chacun en ce qui le concerne l'héritage de Patrice Emery Lumumba ou l'initiative de l'actuelle première ministre. Et puis, le devoir de mémoire a été rappelé par Lambert Mende. Il est question pour le gouvernement souminois d'imprégner dans les cœurs de tous l'importance de célébrer l'héritage du héros national. Et la famille Lumumba salue l'initiative de la célébration de l'héritage du héros national. Juliana Lumumba est allée plus loin en éveillant la conscience de tous sur tous ceux qui ont contribué à la décolonisation de cette nation. C'était lors de la célébration du centenaire de Patrice Emery Lumumba le week-end dernier à la primature. Patrick Issot revient. En ce jour historique où la République démocratique du Congo et le monde entier commémore le centenaire de Patrice Emery Lumumba, héros national et symbole de la lutte pour l'indépendance et l'unité africaine. La famille Lumumba tient à exprimer sa profonde gratitude au gouvernement congolais pour les hommages rendus en sa mémoire. Nous saluons les initiatives prises pour honorer l'héritage de celui qui a sacrifié sa vie pour la liberté et la dignité du peuple congolais. Les cérémonies officielles, les projets éducatifs et culturels, ainsi que la reconnaissance de son rôle fondateur dans l'histoire de notre nation, témoignent d'une volonté de perpétuer son idéal de justice, de paix et de souveraineté. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, à travers son gouvernement,
rend hommage à Lumumba. Il demeure le symbole intrépide de la lutte pour la liberté. Il a incarné l'espoir d'un peuple assoiffé de justice et de dignité. Il reste un des auteurs d'une Afrique de son destin. Que sa mémoire nous rappelle que la lutte pour l'équité et la véritable indépendance est un devoir sacré pour ceux qui croient en un avenir meilleur. Il est important que l'on connaisse mieux Lumumba et qu'on enseigne son histoire. Parce que Lumumba n'est pas un homme seul. Lumumba est un pan de notre histoire. Quand nous parlons de Lumumba, nous parlons de ses compagnons, Okito et Mpolo. Nous parlons de tous les pères de l'indépendance qui ont donné leur sang pour qu'on y arrive. Nous parlons de Kasavubu. Nous parlons de Mobutu. Nous parlons de Bolikango. Nous parlons des années 60 tumultueuses, pleines d'espoir et pleines de défis. Il est important que nous sachions d'où nous venons pour que nous bâtissions cet avenir rayonnant comme nous le voulons. Autre titre, le service national a inauguré le week-end dernier son 3e atelier à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Cet atelier est destiné à la fabrication des bancs pupitres pour les écoles et universités du Grand Katanga. L'initiative vise à équiper les établissements d'enseignement primaire, secondaire et universitaire de cette région. Regardez. C'est sur l'avenue Général Muyumba au quartier Golf Kabula-Meji à Lubumbashi où se situe le 3e atelier du service national. Les bâtisseurs du service national vont y fabriquer des bancs destinés aux écoles, universités et instituts supérieurs de l'espace Grand Katanga. Quelques bâtisseurs de la première promotion faisant partie du bataillon construction affecté dans le Grand Katanga se disent fiers du travail qu'ils abattent. Je n'étais pas du tout content d'être envoyé à Kanyamaka CC pensant qu'un mal allait m'arriver. Mais là, je me rends compte que l'objectif était de faire de nous des personnes utiles à la société. À Kanyamaka CC, j'ai choisi de me forger en menuiserie parce que c'est un métier que j'appréciais beaucoup. Aujourd'hui, je suis très heureux parce que je mets en pratique mon travail de menuisier en fabriquant des bancs, des lits partout à travers le pays. Nous avons quitté Kanyamaka CC pour Lubumbashi où nous appliquons notre métier de menuiserie. Je suis actuellement maître menuisier. Nous sommes en train de fabriquer des bancs que nous allons distribuer dans les écoles à Lubumbashi et partout dans le Grand Katanga. Les gens croyaient qu'on nous emmenait à Kanyamaka CC pour nous tuer, mais nous voilà aujourd'hui formés et très utiles à la société. À travers le travail abattu, le service national donne de plus en plus de l'assurance aux observateurs. Quand ils ont commencé à travailler ici, j'ai commencé à dire aux autres, non, vous avez dit que ces gens sont partis, les garçons qui sont partis, on va les tuer. Mais le voilà maintenant, il y a des maçons, il y a des menuisiers, il y a des ajusteurs, il y a tout le monde ici. Je vois tout le monde, en tout cas ça me fait beaucoup de bien. Je suis content, même si mes enfants ne sont pas du nombre, mais je suis content des garçons qui sont revenus en bonne forme et ils sont bien formés, ils connaissent le travail. Je les encourage et puis j'encourage l'État. Il s'y est de noter que cet atelier est le 3e du service national après celui de Kanyamaka CC et de Kinshasa. À en croire le commandant du service national, le général Jean-Pierre Kassongo Kabwik, une vaste opération de distribution des bancs fabriqués sur place devra avoir lieu dans les prochains jours à travers les écoles et universités de la région. Et les militaires de forces armées de la République démocratique du Congo et les compatriotes Wazalendo, tous blessés de guerre internés à l'hôpital militaire du camp lieutenant-colonel Kokolo, ont été visités par le ministre des Sports Didier Boudimbo, accompagné d'une forte délégation des léopards karaté, do et football senior à prime, ont apporté à ces blessés un lot important des vivres. C'était le samedi 19 juillet 2025. À fermer vite, un reportage.
Cette visite humanitaire visait à apporter réconfort et soutien moral aux militaires des FARDC et aux éléments ouazalendo blessés au front. À cette occasion, le ministre des Sports a remis un lot important de dons composés de vivres, notamment plusieurs centaines de sacs de riz et de sémoules de maïs, de produits pharmaceutiques et d'autres denrées alimentaires. Le médecin directeur de l'hôpital du Konkokolo, le général de brigade Deniki Kobia, a salué ce geste au nom de tous les blessés, exprimant sa gratitude au gouvernement et aux délégations sportives. Ce genre d'action rappelle aux militaires qu'ils ne sont pas oubliés par la nation. Nous remercions le ministre et souhaitons bonne chance aux deux équipes nationales qui, comme nos militaires, défendront les couleurs du pays chacun dans son domaine, a-t-il déclaré. À cette occasion, le ministre Boudimbo a remis officiellement le drapeau national au léopard karaté en partance pour les championnats d'Afrique de karaté prévus à Abuja au Nigeria du 25 au 27 juillet prochain dans les catégories cadet et junior. Quant au léopard A', ils s'envoleront au début de cette semaine pour la Tanzanie où ils entameront un stage de préparation en vue de la phase finale du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024 qui débutera le 3 août de l'année en cours. À l'international, pour finir, l'Iran a confirmé la reprise des négociations nucléaires avec les puissances européennes. Les nouveaux pourparlers auront lieu le 25 juillet 2025 à Istanbul. L'annonce a été faite ce lundi par le ministre des Affaires étrangères iranien. Suivez. L'Iran répond à la demande de la France, du Royaume-Uni et de l'Allemagne qui avaient annoncé jeudi qu'ils rétabliraient les sanctions de l'ONU si le pays ne rouvrait pas immédiatement les négociations sur son programme nucléaire et ne produisait pas de résultats concrets d'ici fin août. Y a-t-il une possibilité de revenir à un accord négocié? Je pense que oui. Mais il faut, comme je l'ai dit, une détermination réelle et sérieuse de la part des États-Unis à mettre de côté les options militaires et à rechercher une solution négociée. Je pense que la récente attaque contre nos installations nucléaires a prouvé qu'il n'y a pas d'option militaire pour traiter le programme nucléaire iranien. Il ne devrait y avoir qu'une solution diplomatique, une solution négociée peut fonctionner. Et nous n'y serons prêts que lorsqu'ils mettront de côté leurs ambitions militaires et qu'ils compenseront ce qu'ils nous ont fait. Alors nous pourrons nous réengager dans cette négociation. Il sied de noter que l'Iran et les États-Unis avaient tenu plusieurs cycles de négociations nucléaires par l'intermédiaire de médiateurs omanais avant qu'Israël ne lance sa guerre de 12 jours contre l'Iran. Toutefois, la décision du président américain Donald Trump de se joindre à Israël pour frapper les installations nucléaires iraniennes a effectivement mis fin aux pourparlers. À présent, place au rappel de principaux titres. À Lopa, dans le territoire de Djougou en Ituri, les miliciens de la Codeco ont été aperçus dans plusieurs coins. Ils ont justifié leur présence par la volonté de combattre aux côtés des forces armées de la République. Fort et malheureusement, des pillages de boutiques et de maisons ont été signalés. Et puis la signature de l'accord de principe entre la RDC et la FCM 23 à Doha est une continuité de l'accord de Washington signé entre la RDC et le Rwanda 11 juin dernier. Ce point de vue est du professeur Dadi Saleh, analyste politique. C'en est fini. Merci de votre attention soutenue. Bonsoir.